and welcome to this final conference of Respire. So just a technical check. I'll ask everyone to be careful to have their microphone in mute so that we don't have interference with background noises. And I'll also ask everyone to shut off their camera if you are not part of the speakers for this conference. Petit rappel en français, de bien vouloir couper vos micros et caméras, s'il vous plaît, pour éviter toute interférence. So the conference can start. Hi, I'm Jennifer Weber, the co-leader of the group Tourism Inclusive. Today we will talk about tourism and disability in an international context. We start with a video explaining the topic and interviews of our two speakers. We will meet right after for the discussion, so please you can take our question. Thank you. Bonjour à tous, je suis Caroline Murtas. Je suis membre de l'association Respire depuis mai 2020 pour les groupes Tourisme Handicapable ainsi que Emploi, groupes qui se sont transformés en groupe Talent et Tourisme Inclusif. Et aujourd'hui, nous vous présentons avec le Tourisme Inclusif mené par Stéphane Michaud et Jennifer Weber nos constats et nos ouvertures quant au tourisme inclusif à l'international, avec donc Véronique, Emmanuel et Muriel sur ce volet. Donc, commençons par le constat. Alors, au niveau du constat, donc on va voir ensemble comment justement nous sommes passés du handicap vers l'inclusion. Le handicap, en fait, c'est quoi? Donc, c'est vraiment le sujet, ça a été le premier sujet de notre réflexion sur le livre blanc. Et donc, nous sommes allés sur une définition donc, de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, en 2005, qui indiquait que, en fait, un handicap, c'est ce qui constitue toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Donc déjà, on s'aperçoit et on s'est aperçu que la notion de handicap allait bien au-delà des 4 types de handicap qui sont souvent définis, à savoir moteur, mental, auditif ou sensoriel, et que nous allons vers une ouverture de cette prise de conscience que le handicap concernait tout un chacun finalement, puisque les allergies, les maladies cardiovasculaires, les maladies invalidantes invisibles sont autant de types de handicap qui sont parfois d'ailleurs pas reconnus, mais qui fait que chacun d'entre nous un jour se retrouve en situation de handicap à la suite par exemple d'une opération ou même finalement lors de vos voyages, puisque lorsqu'on voyage avec une poussette, avec une valise, pour des personnes qui sont asthmatiques, on peut ressentir des problèmes en fait pour une accessibilité à certains lieux ou destinations. Donc, avec les objectifs du développement durable définis par l'Organisation mondiale du tourisme et notamment aussi par l'UNESCO, on voit en fait encore des objectifs qui sont vraiment basés sur une ouverture encore plus grande quant aux objectifs d'un meilleur monde et d'un meilleur vivre ensemble, d'un mieux vivre ensemble pour demain. La lutte contre la pauvreté, l'égalité entre les sexes, les inégalités de façon générale réduite, l'inclusion de zéro déchet, mais aussi de paix, de justice et donc l'établissement de partenariats et de villes accessibles. Donc, ce en quoi, ensuite, en termes de tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme, avec ce développement davantage d'objectifs de développement durable, et avec le contexte de la Covid qui a remis en cause pas mal d'idées et d'engagements, a redéfini vraiment l'enjeu international pour le tourisme. En effet, en fait, il stipule que la crise de la Covid, c'est un moment décisif en fait, pour aligner les ODD,
Donc, les objectifs de développement durable que l'on vient de voir, les efforts, tout ça qui ont été consentis pour préserver les moyens de subsistance dépendant du tourisme, pour faire en sorte que le monde soit à l'avenir plus résilient, plus inclusif, neutre en carbone, efficace en ressources. Donc, en fait, ce que cette redéfinition met en exergue et ce qu'elle implique, c'est qu'en fait, c'est de placer le bien-être des personnes au cœur vraiment du développement du tourisme, notamment, et de mobiliser, on a vu les partenariats, donc les pouvoirs publics, le secteur privé, les villes, la communauté internationale, pour vraiment qu'ils établissent ensemble des partenariats solides dans le but d'un meilleur tourisme. Donc, en fait, cela va concerner tous les échelons, le cadre bâti, bien évidemment, avec la question de l'accessibilité du public, avec des difficultés d'ailleurs qui sont rencontrées, certes, en termes de, par exemple, patrimoine historique, mais aussi, par exemple, en ce qui concerne les croyances et donc l'interdiction encore de lieux à certaines femmes, par exemple. Ça va concerner bien évidemment les transports qui comprennent l'ensemble de la chaîne de déplacement et notamment les transports publics, leur accessibilité, que ce soit en termes de tarifs, en termes de mobilité et d'accessibilité physique. Et ensuite, la question des services déjà liés au tourisme avec ces visites touristiques guidées qui doivent être davantage accessibles, que ce soit pour des personnes en difficulté motrice, pour des personnes en difficulté auditive ou bien aussi pour des personnes qui peuvent se voir exclues de par toujours leur statut social, par exemple, ou la composition familiale. Et enfin, ça concerne bien évidemment les nouvelles technologies et l'accessibilité, par exemple, des sites Internet où se trouvent les informations que l'on va aller chercher avant un voyage. Donc, on voit que l'ensemble des maillons de la chaîne touristique va être impliqué. Donc, en fait, ce que ça met et ce que je vous montre à l'instant et ce que nous, on s'est appliqué à mettre en évidence dans notre groupe, c'est qu'au-delà de la notion de handicap, telle qu'on a pu déjà l'élargir, il y a vraiment cette notion d'inclusion et puisqu'on reconnaît et qu'on voit en fait surtout que des populations sont souvent mises à l'écart et sont exclues clairement de la chaîne touristique et de la société en général, de par un manque d'accessibilité, de par un rejet. Et là, donc, on parle vraiment d'exclusion. Et on peut considérer ça dans divers domaines, en fonction de différents critères. L'exclusion peut être considérée et vécue aussi en fonction de son genre. Qu'on soit un homme ou une femme, dans la société, on n'a pas forcément les mêmes accès. Ça a encore été bien développé avec la Journée mondiale des droits de la femme le 8 mars. En fonction de l'âge, puisqu'on voit bien nous-mêmes dans le tourisme que, par exemple, il y a des hôtels adultes en nuit, ce qui fait que certains enfants en dessous de 18 ans n'ont pas le droit de se rendre dans cet hôtel. En fonction de l'orientation sexuelle, puisque malheureusement, des communautés encore sont exclues au quotidien d'une société et ne sont pas reconnues. De la composition familiale, on l'a vu avec la notion de famille nombreuse ou des hébergements qui ne sont pas adaptés en fonction de la composition de la famille. Et puis bien évidemment, tout ce qui inclut le statut social et la notion de pauvreté, où parfois les tarifs peuvent aussi engendrer une inaccessibilité, en tout cas à certaines prestations. Donc, on le voit, par exemple, quand on parle du genre avec l'exclusion des femmes, c'est encore très vrai. Par exemple, on peut citer un pays qui est tout à fait novateur et en avance, a priori, en termes de société, à savoir le Japon, et qui pourtant, par exemple, le mont Homine, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, est interdit aux femmes, tout simplement parce que la croyance populaire et en tout cas les instances publiques croient malheureusement que les femmes sont une distraction trop importante pour les moines. Cela est vrai dans beaucoup de sites. Celui-ci a été notamment évoqué parce qu'il est aussi classé et que donc sa classification engendre certaines questions. Donc, au niveau de l'international, hier, il y avait déjà beaucoup de choses mises en place par les différents acteurs. Donc, à savoir que, par exemple, Singapour a été vraiment précurseur puisque c'est une ville qui s'est tout de suite pensée en termes d'accessibilité pour les personnes handicapées et a rendu accessibles ces transports publics dans leur intégralité, que ce soit en termes de métro ou de train, par exemple, mais même de bus. Donc, on peut constater que, par contre, pour les autres maillons de la chaîne, par exemple les taxis, le développement
en fait, de l'accessibilité des transports privés n'est pas aussi développée dans cette ville. On va parler des USA qui ont mis en place un acte en 1990 visant à faciliter l'accès aussi des personnes handicapées. Le Pérou, avec en 98, qui a d'ores et déjà lancé l'idée d'un tourisme plus accessible, avec la notion justement de prestations, de reconnaissance de prestataires capables d'offrir des prestations de qualité adaptées aux différents handicaps. La Nouvelle-Zélande, en 2006, dans sa société de façon plus globale, là on ne parle pas que du tourisme, a carrément décidé que la langue des signes et a voté pour que la langue des signes soit reconnue comme 3e langue officielle du pays après l'anglais et le maori. Et puis en Argentine, l'accessibilité, on parlait de la digitalisation, et donc l'accessibilité des sites avec une traduction généralisée en braille de tous les sites. Donc c'est vraiment des pays qui avaient déjà mis en place des choses. Mais on remarque que quand même ça s'oriente sur l'accessibilité à visée de personnes handicapées. Or, ce qu'on m'en a montré, c'est que maintenant, il faut penser encore plus large. Du coup, aujourd'hui, on voit des atouts qui sont mis en avant par des pays, des actions. On va citer par exemple le Canada qui pense à l'amélioration de l'accessibilité de ses sites et par exemple du trail du Grand Sentier du Canada, puisqu'en février 2021, le Canada a établi des partenariats pour développer son accessibilité. Et donc, si on y pense, en fait, c'est une accessibilité qui va être au niveau du handicap, par exemple moteur ou visuel, mais qui va permettre à des personnes âgées, des personnes qui ont un problème de mobilité, de motricité, de pouvoir aussi y accéder, mais aussi à des familles qui voudront réaliser tout ou partie de ce sentier, tout en étant, par exemple, avec des poussettes ou d'autres engins qui peuvent être un peu encombrants et d'habitude inaccessibles. Le sentier leur est inaccessible. La Nouvelle-Zélande a, elle, carrément mis en place un agenda à l'échelle nationale en septembre 2020 qui vise à lutter contre l'exclusion de communautés locales du secteur du tourisme, puisque la surtourisme ou la façon dont le tourisme a été développé dans le pays fait que certaines villes ou régions de Nouvelle-Zélande sont très visitées et certaines communautés restent du coup non impactés par les bénéfices du tourisme qu'en tire le pays, les laissant eux aussi en fait dans un statut un peu plus de pauvreté, et de même que les touristes en eux-mêmes qui n'ont pas forcément accès à ce pays pour diverses raisons. Donc il y a eu tout un échelon au-delà de simplement la notion de handicap, de rendre le tourisme inclusif, que ce soit pour les clients ou pour la population locale, comment elle peut y participer. Et enfin, on peut citer l'Argentine, à nouveau, qui, elle, a établi d'ores et déjà, depuis mars 2021, le 17 mars, ses premiers ateliers régionaux dédiés au tourisme pour la clientèle LGBT, donc à savoir notamment par la mise en place d'un premier atelier pour sensibiliser, pour informer et pour donner les clés aux prestataires pour répondre à une offre et comment répondre à une clientèle qui a des attentes et des besoins différents d'autres types de clientèle, comment s'adapter. En fait, on le voit dans tout ce qui est mis en place à présent et qui est que la Covid a accéléré, c'est vraiment ce cercle vertueux entre l'égalité, de sorte à ce qu'il y ait vraiment une égalité au niveau des traitements, que ce soit de la population, des acteurs ou encore des clients. Et afin que en fait, les populations, tout un chacun, en fait, soient traitées même de façon digne et avec respect. Ce sont les principales valeurs. Il ne faut pas se leurrer, c'est sûr qu'il y a un intérêt économique derrière ça, bien évidemment, notamment par exemple sur la clientèle de personnes handicapées qui s'est développée depuis certain nombre d'années déjà, puisque 15% de la population en fait vit avec un handicap, donc ce qui représente quand même un marché potentiel de 1 milliard de personnes dans le monde, que 70% des personnes handicapées, notamment en Europe, bénéficient d'aides pour voyager. Donc ce n'est pas une clientèle qui n'aurait pas forcément les moyens, elle peut le faire et en plus elle peut avoir des aides pour cela. Donc il faut peut-être les encourager. D'autant plus qu'ils dépensent par jour en moyenne 200 € de plus qu'une clientèle, par séjour, pardon, qu'une clientèle
normale, on va dire, en tout cas pas normale, parce que je n'aime pas ce mot, mais justement qu'une clientèle dite valide. Et finalement, les personnes handicapées sont souvent accompagnées par 2 ou 3 autres personnes pour les aider, puisque là encore, parfois, leur autonomie est restreinte pour diverses raisons. Et donc, ça apporte aussi davantage de revenus sur place. Donc, pour vous donner une idée, en fait, en Australie, le tourisme inclusif, donc sur tous les aspects qu'on l'a vu, représente près de 11 000 millions de dollars australiens. Donc, c'est vraiment une manne et un enjeu économique. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un enjeu sociétal. Déjà, la reconnaissance du handicap au niveau national dans certains pays, puisque, par exemple, en Bolivie ou encore en Sri Lanka, le handicap est parfois tout simplement inconnu, ou en tout cas, on n'en fait pas cas, et on ne nomme pas clairement le handicap, ce mot n'existe pas. La lutte contre le racisme et l'homophobie, parce qu'en ouvrant le marché du tourisme à une clientèle et en le rendant accessible à des clientèles de toutes origines et de toutes orientations sexuelles, et bien, sur place, c'est aussi une évolution culturelle où on va mieux vivre ensemble. Et ça permet l'accès aux loisirs, à la culture et au voyage pour tous. Ça permet, comme on l'a vu, de lutter contre la pauvreté, puisque sur place, les acteurs, en créant un cercle plus vertueux, plus durable, en luttant contre le surtourisme, on va aussi du coup développer d'autres aires de visites, d'excursions, et donc inclure de nouvelles communautés et permettre aussi à des gens, en s'adaptant en fonction de leur budget, de découvrir un pays sous différentes formes. Et bien évidemment, ça aide aussi à valoriser l'égalité homme-femme, sujet qui a été énormément traité dernièrement et qu'on voit d'ailleurs dans des pays d'Amérique latine qui ont subi dernièrement des pressions justement politiques et qui ont réussi à voter par exemple le droit à l'avortement. Il y a une libération de la parole qui permet en fait aussi au niveau maintenant institutionnel de commencer à penser comment mieux inclure ou mieux faire reconnaître le rôle des femmes dans notre secteur. Donc, on le voit, on crée un véritable cercle qui permet une meilleure qualité de vie finalement pour tous, aussi bien pour les clients que pour les prestataires, que pour la population locale. On a un tourisme bienveillant parce que ça veut dire qu'on s'est formé, qu'on a pris le temps de connaître ces populations, de connaître leurs besoins, de connaître leurs attentes, de connaître les obstacles qu'ils peuvent rencontrer et donc de les lever afin de leur offrir une meilleure expérience client. Et bien évidemment, en fait, on est vraiment dans un cercle vertueux puisque en travaillant ensemble en étant formés, en étant avertis, on a ce sentiment ensemble de sécurité et de confiance entre nous, les acteurs. Donc, on crée un véritable cercle vertueux aussi avec nous, professionnels. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Véronique avec son invité qui va nous expliquer en quoi elle a participé à l'accessibilité et à l'inclusion des personnes handicapées en Inde pour la population locale. Hi, my name is Neha Arora and I'm the founder of Planet Abled. I started the company thanks to the not so good traveling experiences of traveling with my parents, both of whom are persons with disabilities. So as kids, we never went for a holiday. And when we grew up and started traveling, it was never a very good experience. Either the places were not accessible or did not give us the kind of experience that we would have looked forward to, or there were societal stigmas that stopped us from having a wholesome and memorable travel experience. So regarding the support, well, it was difficult in the start because even my parents were like, why I'm leaving a secure, well-paying career to take this entrepreneurial path, which has no precedent or no success in the past. But
it was like I went along, and then the support came in various forms, because I came from a totally non-tourism background, but still people from the industry came in and helped me out, guided me, um, and supported me there on my journey. But if I have to say in terms of any financial support, no, there hasn't been any. So the challenges I faced and the difficulties, yes, the physical environment being inaccessible was a very big challenge, but the bigger challenge was the societal stigma and the lack of awareness and ignorance in the people about the importance of accessibility in the travel industry. It is assumed that people with disabilities do not travel or are not paying customers. So going out to hotels, going out to service providers, and telling them that this is an industry and this is a clientele they need to focus on, then, and they should become accessible, did take a lot of effort in the start, because they said people don't travel. But it was a catch-22. They don't travel because the places are not accessible. So it took us some time to convince them, give them business, and then that made them realize, yes, this is a business opportunity, and which they should be looking at and catering to people with disabilities as paying customers. So the challenges we still face, yes, because as we develop new and new destinations, every destination offers its own set of challenges. But yes, in terms of acceptance from the industry and also the belief from travelers with disabilities in us has made a huge difference. That is a good support and a positive push to us that yes, there are travelers and there is an industry that is at least open to the idea of inclusive travel and looking at it as a potential market now. So definitely few positive steps, but we still have a long way to go. Of course, the initiative of Planetabled has changed the outlook of people and their families and friends and partners towards the possibilities of traveling with a disability. Because when I started, I had to convince parents of 40-year-old people with disabilities to send them to the monument in the very same city that they have been living all their lives. They earn their own livelihood, but the protective nature of the families and friends stops them from exploring their own neighborhood and local. So starting from that convincing, we have come a long way, and people have come to us saying that we gave them the best days of their life, or saying that they never thought that they could go for an adventure holiday like rafting or skiing with us, that it was literally possible for them with a disability. But we have made it happen, and these people have gone back and reached out to us and telling that if I could do that, if I could go on a holiday all by myself, I think I can go back to learn driving, or I can try to learn a musical instrument, or sometimes they have even come complaining to us that we turned them into an avid traveler and now they cannot stop traveling. So the feedback has been really amazing, even from people without disabilities, because we do inclusive group trips in which we mix people with various disabilities and non-disabled to travel together. So these non-disabled people have gone back to their networks and come back to us, sending more and more people who can travel in these inclusive groups, or came back asking how they can make their offices accessible and hire people with disabilities. They have become inclusion ambassadors in their own communities, and that is amazing. So, if we talk of the change and evolution in the Indian society, yes, of course, in the past few years, there have been
a lot of positive development right from now. The Ministry of Tourism realizing the importance of accessible travel in the country, and they have been asking us, they have asked us for inputs for the tourism policy for the country and the guidelines which we have kindly provided. And also we have been invited to a lot of national level consultations by the ministry to give our views and the importance of accessible travel and how we can make it happen. So that has been a positive development from the government side, and from the society side also, yes, because we had a new disability law that came into force in 2017, and which asked all the establishments and service providers, whether in built environment, technology, or communication and information, to become accessible. And there is a timeline that has been defined for each one of them. So that is one positive step. Of course, we will take a lot of time to get there in the implementation part and make it a success, but that is a big development, and that puts a bit of force on the establishments to become themselves accessible. So, and about the local communities, because now people with disabilities are seen more out in the open and there is more representation. Of course, not as much as we would like to, but still it is much better than before. So that representation out in the open has made the businesses realize the importance of people with disabilities as paying customers. So it is changing. Even the families are now open about people with disabilities traveling all by themselves, because we have created that trust in them that even if a person with disabilities travel alone, we can take care of them and they can have the time of their life all by themselves. So still a long way to go, but yes, there has been great positive development. Regarding similar initiatives being developed in India, well, there were some that came in after we established, which was a good thing, but that they tried to tap into the market and develop the market along with us, but unfortunately they are no more because for obvious reasons, because if you have to cater to the traveler with disability, you have to get it right, because it puts a lot of responsibility on you in terms of the kind of experiences that are being provided, accessibility of the destinations, and your services with empathy and not sympathy is very, very important, right? Mix of tangible and intangible aspects of travel services is very, very important. So they are no longer there, but let's see what the future holds for all of us. Ayubowan. So I'm Nimesha from Molal Lanka. So we have a friend with us. I'm Danushki Hapuarachi. Okay. We would like to know something about you and your family background. My full name is actually Nisansara Danushki. So I go as Danushki Hapuarachi, and by profession I'm an NLP practitioner, and also I'm a lecturer and also consultant for human capital development and marketing. And I'm more into this female empowerment activities. So in that journey only I actually came across Pink Drives. Do you like driving? Of course I do. I have a passion for driving. So how long have you been driving? For the past, let's say, 10 to 15, 14 years. In this situation, aren't you afraid of the coronavirus? Well, what I feel about the coronavirus is that if something, not even about coronavirus itself, it has taught us a lot of things, of course, which we never expected to, but that's the reality. So even not with corona, with anything else, if there is something to happen, it will just happen. So I am not specially afraid of anything.
in terms of the coronavirus. I'm not especially scared about it, but you have to be scared about everything if that is the case. So what made you decide to join Pink Drives? Right. Yeah. As I gave a start at the beginning itself when I was introducing myself, I am moving to. I have a passion for this female empowerment because I feel in the Sri Lankan context that the females are not being properly coming out. They are not showing their potentials. Okay, being a driver, is it just a job for you or what is it? No, it is not just a job for me. It's actually more than that. It's not a job for me. It's basically I do it with love and passion because, as I told you, for female empowerment, and I think we are in this we are looking forward to encourage more female females individually even to travel, which I myself is one of them. When I have traveled a couple of 5 countries, all that I have traveled alone. So I have been so everyone, when even in Sri Lankan context, when I say that I am traveling alone, including my parents, including my mother especially, they're like, no, you're not going to go alone. I said, why not? So what attracts you to this tourist driver concept? Yeah, I think I just gave the start on that. I think yes, because of the it will help Sri Lanka to attract more Solo travelers. Solo travelers could be with the kids, parents. There are single parents out there a lot, so they get a chance without any fear. So according to you, it's a great chance for solo women travelers and for single mothers, isn't it? Yes, of course it is. You will be safe with in Sri Lanka when you have a female driver to be accompanied by a female driver. You as a solo female traveler or else a single parent with your kids, you are very much safe to travel our beautiful country with a I'm sure I'm very much confident with my 14 years of driving experience, and I myself I love traveling as well. So I will be definitely ensuring the security when you all are traveling with us. So why did you agree to be the first woman driver? Next, I would like to empower the females to become female chauffeurs. Okay, what do you think about other women? Will there be obstacles from their family to join this thing? Obstacles are anyway there. Even in my life, I have come across a lot of obstacles. That is pretty common. And when it comes to this area, I would say that there are a lot of people who just females who are just going to pick their kids and not utilizing the proper driving skill. And once they get to the road, males are screaming, females are not driving properly because they are not given a chance to drive properly because to experience. Now I'm talking with 14 years of experience traveling driving. So my father gave me that opportunity. So and after that my partner also gave me the opportunity to drive. So likewise in my life the males were empowering me. So that support with their knowledge about empowering or not, they have contributed in a positive way for my life. For a female to be like who I am today, who wants to empower furthermore females. So I would say that if the males, this is actually a good platform for males to empower the females by giving them the opportunity rather than restricting them or rather than creating some challenges for them, because life is not a rosy bed. It's like you have challenges. Together only we have to find answers. So let the female also see to the potentials that she is having. At the same time, I guarantee that she has the capacity to look after and balance everything. So it's up to the females to
remove the obstacles for the females and to empower these females to come on board. You have to make that call. Without making your decision, you will not be able to, you are creating your own obstacles. Obstacle, it's only all mind created. Culture, we will put it into culture at one point. Yes, culture gives you certain learnings, do's and don'ts, all that. At the same time, you also have a responsibility to speak. That's where the empowerment, that you have to give your daughter the equal opportunity. You have to give the equal opportunity to the son as well. Son will anyway take the opportunity. So female, you have to give them that platform. Otherwise, the culture has already created that, because it's with the female. So if you do that right, only the father will also support. Otherwise, if you try to say yes, yes, no, no, then you will be limiting yourself. You will be limiting your child. You will to see the potentials, and they might end up in sometimes depressions. They might end up in depressions because they don't, something what they want is not what they are being able to do. So they have the potential, but they have not been explored. So it's about for the mother plays a huge role in the family, and she is the one who can actually empower the females, and even she is the one who is empowering the child, the son, to be who he is actually. She is actually doing that part. So do the same to the female, the daughter as well. So that's all. Finally, is being a woman a handicap? Yes and no, both, I would say. Yes, I would answer the question yes. That is because of the culture. I think we discussed in length about the culture, how the culture is the one that is the main factor for this idea of getting handicapped. Because you have the potential, but you sometimes can't, because it's like you don't have, you don't know whether you can do it or no sometimes. So you are actually handicapping in your mental health. You are so you don't get that opportunity. You are not empowered, so that you will be treated like you need support. It's something that a female always need a support of another person. She cannot be without him. That culture is a male centric or male oriented culture. So we have been brought up with such a culture where the male is the one, you have all the rights to, do's, don'ts, the family, how the child has to be brought up, how the female has to be, what she needs to wear, and all these things, from the attire to the food, that all that will be decided by the male. So we have, when we have come, we are coming from that kind of a culture from our small days. That's what we have seen. So definitely the parents, now today's generation, sometimes that is why parents and the younger generation are having clashes, because the parents have been brought up in such a way, and they are trying to execute the same plans for the future generations as well. So that is where you have some sort of a clash right now. So there are barriers. The barriers are there because of this reason, the cultural barriers. Parents want, if it is female, that's why I told at the beginning itself, like when you say for other countries, now this idea would be something very strange, very different. As the looks of it, how come, why is that? They might definitely have questions. Why? Because that is not what they have seen. That's not their culture. Our culture, where we have seen females being inside, not going out in the night, all that is man created in this culture. What do you think about the opportunity provided by Ola Lanka? It's an awesome opportunity that is being provided for the females, and
I would invite all the females to come and take that opportunity by joining the Pink Drive, so that you will get a different kind of an experience as well. You will be able to, if you have a passion for, let's say, driving, if you have a passion for traveling, now I do have both. So I like it. I like it, and like you might know, most of the time when you do something that you have a passion, something that you like, you always have that full satisfaction, and you will be definitely be thankful for the opportunity that is being provided by your organization, Olanka. So it is going to be a huge opportunity for the female chauffeurs. So I invite female chauffeurs to join Pink Drive, so that they are partnered with this travel agency. So it is going to be an opportunity for you to live your dreams. If you have been dreaming of doing something that you like, and then to earn also, this is a good opportunity that is being provided. Je vais prendre la parole, si personne ne la prend. On a déjà quelques questions. Question pour Néa. Est-ce qu'il y a une différence dans les demandes venant des publics de citadins et publics des zones rurales? Le handicap est-il considéré différemment dans ces deux zones? Et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Neha, can you hear me? Yes, I can. Yeah, the question is, did you notice the difference between city mentality and countryside, rural India? Yes. Inclusion and handicap. Yes, and it is pretty wide. I mean, there is a difference, of course, because in the rural areas, people are more warm and welcoming without the prejudice that comes along with, you know, living in a city. Because in city, no one has the time. Everyone is running behind business, behind money, and in the fast-paced life. So they just go and focus on things which are like rewarding in the short term. But if you go into the countryside and the rural parts of the country, or even in the smaller cities or towns or travel destinations, like the money becomes the secondary part, but it's about the hospitality and guest experience that takes priority. So even though they might not have a lot of facilities in those areas, but they still match it up with the human experience and warmth. Je traduis, Emmanuel? Oui, ce serait bien. Ce que Néa dit, c'est que étonnamment, les gens du milieu rural, bien que n'ayant pas autant de facilité que les gens de la ville, sont toutefois beaucoup plus chaleureux, accueillants, et on remarque beaucoup plus d'hospitalité dans le milieu rural. Peut-être parce qu'en ville, dit-elle, les gens courent, n'ont pas le temps, courent après l'argent et ont un peu oublié le facteur humain. Donc l'expérience en milieu rural s'est avérée plus chaleureux qu'en ville, en général. Merci. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat maintenant. Une autre question pour Néa, en suivant. Néa, comment envisages-tu l'avenir dans le secteur du tourisme et notamment dans le développement de la branche handicap? How do you see the future, even though it's difficult nowadays, regarding tourism and especially accessible tourism in India? And development. And development. Right. So I think the future is bright because right now, thanks to the pandemic, everyone is disabled by the environment. So everyone is pretty much living the life
what people with disabilities, many of them have been living all their lives, right? So it's not that they are restricted by the disability, they are restricted by the environment and the conditions which are out of their control. And that is pretty much we all are living in, the world is living in right now. So I think that makes the world and the industry realize more the importance of inclusive travel, that this can happen to pretty much anyone, anytime, right? Disability is a minority group where anyone can become part of it anytime. You're just one accident, one medical condition, or old age away. Or you might have a child tomorrow which might be born with disability. So this is a realization that whether you would wait for that time or wait for the pandemic kind of a thing to happen, or you would prepare for it today and become inclusive. So I think the industry is realizing that, at least in the last 1 year, all the platforms I've been speaking at, I get a very positive feedback on that path. Thank you, Neha. So what she said is actually... En français. Pardon. Elle dit que... Pardon. Elle dit que elle, le futur lui paraît positif, dans le sens où là, en ce moment, à cause de la pandémie, d'une façon ou d'une autre, on se sent tous dans une situation de handicap. Coincé chez nous, l'environnement est handicapant pour tout le monde, ce qui implique qu'on réalise peut-être un peu mieux que cette situation de handicap peut nous arriver à tous d'une façon ou d'une autre, un accident, une maladie, quelqu'un qui naît avec un handicap. Ce qui fait que ce temps de pandémie où on a tous le temps de réfléchir, où on se sent tous dans notre environnement coincés, permet de se poser les bonnes questions, y compris dans le milieu du tourisme, où les gens ont le temps de se demander les bonnes questions et de voir comment on va proposer un futur meilleur pour toutes les populations. Merci. One more question to Neha. Sorry, in French. Comment se distinguer et attirer le public en situation de handicap dans un pays où l'accessibilité physique n'est pas encore acquise? And after it will be a question for Danushki. How to motivate the people, the population which is handicapped in a country where people think there is very less accessibility, like in India? Right. So I think motivation, so accessibility exists in various forms, right? Because disability also exists in various forms. It's a complete spectrum. It's not just a wheelchair user which has a disability. There are so many other disabilities like being blind, deaf, autistic, or have any other psychosocial, intellectual, or cognitive disability, or a medical condition like cancer or dialysis, right? So it's a whole spectrum. So even though it might feel overwhelming that the country is not accessible in built environment, but until and unless you go and ask and inquire the question, ask the right people, because there are a lot of disabled people in India, right, who live with it every day. So there are like indigenous ways in which accessibility exists. It exists in built environment, either in temporary arrangements or in terms of managed by human capital, or people compensate it in terms of the warmth and the kind of guest experience that they provide, going out of the way, or doing things that they are not even supposed to do by law or by their work, which is not required by their work, but they still go out and do it because they want to give a life-changing experience to someone. So don't get overwhelmed by the image of the country. I would say go and ask the right people and see if they can make it happen for you. Thank you.
Pardon, ce que Néa dit, c'est qu'en fait, il y a, tout comme l'accessibilité revêt plusieurs formes, l'accueil aussi pour des personnes en situation de handicap va aussi avoir plusieurs formes. Ce n'est pas seulement les personnes en fauteuil roulant. L'accessibilité ne concerne pas seulement les personnes en fauteuil roulant, bien que ce soit la première image qu'on ait en tête, mais aussi toutes sortes de difficultés au niveau de la santé, psychosociale. Donc, en fait, ce que l'on recherche au-delà d'un lieu physique, c'est aussi la capacité d'accueil. Et les Indiens sont prêts à tout pour que vous ayez un bon souvenir de leur pays. Et il faut, au lieu de penser à l'Inde en tant que grande image, une seule image qu'on a d'un pays où ça ne paraît pas accessible, il y a des gens qui sont là pour ça, et il y a aussi la chaleur humaine, le capital humain de la personne en Inde qui va se couper en 4 pour que vous ayez une expérience merveilleuse. Et donc, même si parfois l'environnement physique n'est pas toujours évident, ils compensent avec leur accueil chaleureux. Et donc, peut-être, si on a envie, il suffit de poser les questions aux bonnes personnes et qui sauront vous accueillir du mieux avec votre spécificité. Merci. Une question pour Danushki maintenant. Danushki, c'est ta première apparition visuelle pour parler de Pink Drive et de ton travail en tant que femme chauffeur dans le monde du tourisme. Penses-tu que cela puisse être un déclencheur pour ouvrir la voie à d'autres femmes qui n'osent pas se lancer, que ton dynamisme et ta passion peuvent motiver d'autres femmes pour s'impliquer dans le même domaine? Hello Danushki, this is the first time that you make a public appearance as a pink driver. Do you think that your dynamism and your passion will motivate other women to make their coming out? Of course, to be a pink, as I told you in the Sri Lankan, I think I was having a small video there. Yes, I think females with because as I told you, my profile also, me being an NLP practitioner and also being a lecturer, if I can actually come out and do this, as a service also, to be a chauffeur, that is empowerment. And I feel that the other females seeing me doing this, that will be an encouragement for the other females also who are living a passion, who are having a passion for driving also, to join the Pink Drive and to make this new move in the Sri Lankan context and to attract more like female solo travelers and even single parents with a lot of kids who are having a lot of responsibility to look after the kids and to help on their journey itself, to be a travel partner kind of, not just to be a driver. So then you are helping your kind in two ways. In one way, to empower furthermore people to join in as a chauffeur, so that you are empowering their dreams to live. At the same time, on the travelers part, you are encouraging them and making them the convenience and giving them that insurance that you will be having another travel partner of same kind. So I feel, okay. Yes. Thank you. Ce qu'elle dit, c'est que oui, elle pense que si elle, une femme du Sri Lanka, a fait ce choix de conduire et d'être chauffeur dans le milieu du tourisme, cela devrait encourager d'autres femmes à
oser nous rejoindre. Ce qui la touche particulièrement, c'est le fait que les femmes soient de plus en plus autonomes, surtout dans un contexte du Sri Lanka, comme elle nous a expliqué, où les femmes sont beaucoup à la maison. Donc, elle pense que ce métier, ce n'est pas seulement conduire une voiture, mais c'est avoir un véritable partenaire de voyage, quelqu'un sur qui on peut compter, qu'on le soit femme seule, famille nombreuse, pour être en confiance et avoir une bonne image du pays avec une personne qui ne soit pas seulement un chauffeur, mais une véritable clé au pays, à la culture du pays. Merci, thank you. Une autre question pour Danushki. Est-ce que c'est difficile de démarrer en tant que femme dans le tourisme? Et est-ce qu'il y a eu des regards particuliers sur son implication dans cette aventure Pink Drive? Danushki, do you think it is difficult to start such an activity as a woman, and how people were considering you? In the Sri Lankan context, yes, it is very much. It may be very strange to another culture, the Western countries, but here we are a developing country, and we have been having from those days man-centric, male-dominated kind of a society. So the culture plays a huge vital role there, where females are being treated always like handicapped, you know, from the culture. So gender, I saw at the beginning of the presentation, so gender was considered as one of the handicapped, because simply being a female, you feel that you're handicapped. So because people think that you have to, you need help. You can't do, or you can't stand by yourself. You can't be doing things your way. That you have the courage to do it, and you have the ability to do it as well. It's only thing sometimes the opportunity, a platform, an opportunity is not being laid out for a female in the Sri Lankan context, because they feel females, they have prototypes like, okay, females has to be like this. They are, they have to get married by the age of, by about 25, they need to get married. And once you get married, then after that, next question, okay, now when is the, when are you going to be a mother? Where's the child? So, okay, so that's a highly personal thing, but still people are, society is forcing them, when you need to get married, when you need to have children, and what they need to be doing. So it is, and to go out in the night, or to be this, to get into this kind of a job, the chauffeur, it's man's job, not a female's job. So, you know, that kind of, so parents would not encourage their child. They always would like to, okay, be somebody else, like don't be a chauffeur, even for a part-time, just because the person might be having a passion to drive, but that is not being encouraged, or to live that that liking. And here in the racing context, here in the Sri Lankan context, in terms of racing even, you just only see one female driver. So, ce que dit Danushki, c'est que, effectivement, dans le contexte culturel du Sri Lanka, qui est donc assez centré autour de l'homme, il faut avoir une bonne dose de courage pour oser aller à l'encontre de ce que la société nous demande d'être en tant que femme. Elle dit qu'effectivement, on a des espèces de prototypes de comportement pour les femmes, un âge pour être mariée, un âge pour avoir des enfants, on ne sort pas seul, encore moins la nuit. Donc, il faut avoir de l'audace, avoir un certain support, une plateforme qui
permettent de rebondir pour pouvoir se dire, allez, moi je fais ce choix parce que j'aime ça, et une opportunité d'oser sortir un peu à l'encontre de ce que la société attend de vous. Donc oui, effectivement, elle est encore un cas un peu à part, et elle dit qu'effectivement, elle rebondit par rapport à ce qu'on a montré dans la vidéo, où quand on parle d'inclusion, on ne parle pas seulement du handicap, mais de toute cette partie de la population qui est mise à part, dont les femmes. Et là, j'aimerais rebondir parce que j'ai vu qu'il y avait Monsieur Endior qui a mis aussi une question sur comment ça se fait que pour nous aussi, les Africains, le monde du tourisme est si compliqué. I just want to tell you that also one of the questions who came in the discussion from Mr. Endior is because you said in the handicap, you see not only physical handicap, but also woman, gender, sexual orientation, all the part of the population which are put aside. And Mr. Endior put a question to say why I am from Senegal. And I can see that in the tourism world is very close to us Africans. So we can also add the color of the skin in the list of, of the people who need to be included. Basically, it's any kind of discrimination based on a human feature. And when you are segmenting people into groups. Ce que dit Néa, c'est que de toute façon, on retrouve les gens qui subissent la discrimination d'une façon ou d'une autre. C'est de cela dont on parle quand on parle d'inclusion. Christophe nous fait une petite réflexion. Il nous dit que c'est terrible de toujours voir le mot handicap associé avec femelle, femme. Et bravo à Danushki et Néa. You can translate. There is, qui c'est qui a dit ça, Emmanuel? Il y a quelqu'un Christophe, le dernier message. There is someone who said, thanks to you, Danushki and Neha, because too often we are associated women with handicap. So seeing women like you is quite encouraging. Une autre question pour Danushki, qui a déjà été en partie répondue. Le Sri Lanka est un pays avec des contraintes culturelles. Penses-tu que le fait d'être une femme avec des passions puisse être en quelque sorte un handicap? Car malgré les envies, le secteur du tourisme n'est pas forcément accessible. Even though, Danushki, even though you are ready to cross the line of what is acceptable from a woman, do you feel that the tourism sector is stopping you for achieving your goal? In the tourism sector? Yes. No, I think there is nothing to do with the tourism sector. It is something new to the tourism sector in Sri Lanka. There is the idea or the whole concept that female chauffeurs coming into the tourist sector and to have joining with Olala Lanka and for the Pink Drive to provide this service is something new. So that that females, since it's new, I think a lot of other people will come into the, try to become like introduce this service into their existing agencies, which, as I think Neha was also saying that along with her initiative, that there were other people also trying to support to the same industry. So probably there will be other people also trying to get into this because this is a new thing. So I see a lot of potential in here. Only thing is that a challenge would be to get the female chauffeurs on board to take their, the cultural framework. So that will be the only challenge, which I'm sure like figures like us and people are encouraging each other, so that I'm sure that will also be rectified very soon. So if the international level, that tourist agencies can see that
this as a area that Sri Lanka is trying to show the beautiful country to people who are having some sort of, to solo travelers, females, and also single parents with kids. Sometimes when you have a couple of kids, you know how difficult it is to look after them on their travel journey. So if you have a female kind again, it will be some sort of an assistance as well. So it will be a good one. Ce que Danushki pense, c'est que en fait, non, le secteur du tourisme n'est pas particulièrement fermé à ça. Toutefois, l'idée est nouvelle. Donc, comme toute idée nouvelle, elle doit faire son chemin. Donc, c'est plus l'idée de commencer de proposer un service avec des femmes chauffeurs, de développer ce potentiel. Encore faut-il qu'il y ait des femmes, plus de femmes qui osent se lancer dans cette profession. Mais elle pense que le secteur du tourisme international peut être un bon support pour motiver cette perspective de femmes chauffeuses. Une question maintenant pour toutes les deux, one question for Danushki and Neha. Quelles initiatives pourraient être lancées afin d'ouvrir le secteur du tourisme à beaucoup plus de public, que ce soit en Inde ou au Sri Lanka ou autre part? Quelles initiatives pour commencer pourraient être lancées? Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait lancer comme initiative afin d'ouvrir le secteur du tourisme à un public beaucoup plus large? That is for both of you, Danushki and Neha. What do you think? Which kind of initiative could be taken to open up the tourism sector in your country? Well, yeah, go ahead. Go ahead. Well, I think since this is a new concept, I think it's now after the COVID, now the airport is open. So Sri Lanka is basically open, and there are certain with the after the COVID vaccination, 2 weeks if you have already been taken the second dose and you're there, then of course you don't have to only 1 day's quarantine. So that Sri Lanka is open. So with that, the Sri Lanka from the female perspective, I feel the sector is ready, and like female chauffeurs, I'm sure there are people who have already joined into this new concept along with me. To give the first consent was me, yes, and after that I think there are people joining in. So as I told you, with this initiative, when somebody starts it, you see a progress, then others will also fall in line. So that is how generally a policy also comes in to include this into the tourist sector. Bon, ce que Danushri pense que c'est un nouveau contexte, que le Sri Lanka maintenant est ouvert, et que elle espère que cette initiative qui part d'elle, beaucoup, va pouvoir faire boule de neige et permettre d'avoir de plus en plus de femmes qui vont travailler dans ce secteur, et que ça devienne justement un argument pour voyager au Sri Lanka avec une femme chauffeur, par exemple, au lieu d'un homme. Donc, elle pense que cette initiative va avoir des répercussions quand le tourisme sera un peu plus ouvert. And Neha? Yeah. So what can be done in our country to promote the concept of inclusive travel? I think we have to think from a long-term perspective as a country, as an industry, and as the world, because we are looking at domestic travelers and international travelers as well. So like people from across the world coming in, right? So during this time when travel is not happening, so India is at the moment closed for international travel, I think it's a good time for the travel and hospitality industry to prepare themselves
and fill in the gaps that exist in terms of accessibility and inclusion. So we still don't have enough disabled-friendly rooms in hotels. We have only in the 4-star and 5-star categories. And when it comes to some of the features for the disabilities, human intervention is always required, right? So full accessibility, if someone with a disability wants to travel independently, like for the blind or deaf, it still needs some sort of assistance. And when we talk of the tourist places or destinations, a lot of the places we have to do it through temporary arrangements. So during this time when travel is not happening, all of the establishments, both public, private, and the industry, should come together and make all of these places accessible for the decades to come, not look at the short-term perspective that because you cannot always work with temporary arrangements. It's costly to the traveler, it's difficult for the service provider. And till that time, the industry won't come in also because it's a lot of effort. It is a challenging work. So yeah, that is something that needs to be done. And with the law in place, I think it's easier. We just have to implement the law. And from the traveler perspective, when everything opens up, the world, India is open for disabled travelers from across the world to travel. So come here, give more business to the industry so that they realize, wow, there are so many people. We need to become accessible. Néa pense que le tourisme inclusif est au niveau du pays, au niveau de l'industrie, aussi bien que de l'international. Il ne faut pas penser toujours en termes, en court ou moyen terme, mais que là, il faut vraiment penser à long terme et profiter de cette situation du Covid pour se préparer au retour, pour se préparer, aménager les lieux, former les personnes, de façon à ce que quand de nouveau on va pouvoir voyager, l'Inde puisse accueillir des populations en situation de handicap, toutes sortes de populations, et que ça fasse aussi boule de neige pour que les voyageurs repartent et disent « Ah, mais en Inde, on a été super bien accueillis » et que l'industrie du tourisme elle-même se rende compte qu'effectivement, il y a un potentiel à développer pour accueillir le plus de personnes possible. Donc, on travaille avec des arrangements temporaires, notamment humains, mais que au contraire, profitons de ce moment où c'est vraiment l'industrie locale du tourisme qui fait survivre l'industrie. Profitons de ce moment pour se préparer et mettre en place des choses qui nous permettront d'accueillir le plus de personnes possible bientôt. Une autre question pour toutes les deux, pour Danushki et Néha. Tout le monde doit pouvoir prétendre au tourisme et au voyage. Alors, comment ouvrir les mentalités et faire accepter les différences, la différence? Oui, of course, the main issue is how to open the mentality, how to make sure that people everywhere will accept our differences. Absolutely. But how do we do that? How do we do that? Well, we have to work like a woodpecker, keep on pecking at the same place on the tree, and keep on asking for facilities, and as an industry come together and make sure no one is excluded when we talk of travel. Elle dit que de toute façon, il faut que chacun de nous puisse, vous voyez, travailler comme un petit pivert. Vous voyez le pivert avec son bec, il tape, 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 comme ça. Et bien, il faut continuer de dire que tout le monde a sa place, que chacun est unique d'une façon ou d'une autre, et qu'à force d'avoir ce discours et cette ouverture nous-mêmes de nos portes et de nos esprits, alors finalement on va réussir à ouvrir les mentalités et les cœurs des gens. Yeah, I think even it's the same thing. Like females,
in my context, like females should be encouraged by the females itself. So to break that ideology or that cultural barriers that is being created by females, unfortunately itself, they are the ones, because mother for a child, mother is a person who is going to be there most of the time in his or her life. So it is up to the female to break that mentality of the to mold the child's like female child's mindset development from small days, and to empower the female from the small days, and to encourage you being a female does not mean that you can't do anything. If you wish, you have the passion, you have that encouragement, I will give you an opportunity. There's an opportunity out there. So now there is an opportunity which was not there before. Now there is a proper form of Pink Drive gives the proper form of a platform for lady chauffeurs, very safe, secured way, traceable, all that is there. So with that, opportunity is given. So the mindset, it's up to the female, us itself, like me kind of characters also coming in, because me as a lecturer also, I always try to change the mindset of people as much as possible. Danushki pense que pour casser cette idéologie et ces idéologies culturelles, notamment au niveau de la place de la femme, ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent agir, en commençant par exemple par l'éducation dès le plus jeune âge, donner autant d'opportunités et de chances aux filles qu'aux garçons. Avant, il n'y avait pas grand-chose pour les femmes. Maintenant, effectivement, des marchés s'ouvrent, de nouvelles opportunités sont possibles, donc il faut encourager les jeunes filles et les femmes à oser elles-mêmes faire des choix, prendre des décisions qui soit va sans doute un petit peu à l'encontre de la société, mais qui leur permettra à elles de changer de statut et de s'offrir des opportunités d'ouverture. Merci. J'ai une réflexion de Christophe, c'est pas une question, juste une réflexion. Christophe est convaincu, alors qu'est-ce qu'il me dit? En Inde et au Sri Lanka, sont deux pays qui se prêtent bien au programme itinérant avec un chauffeur guide, un chauffeur. Je suis convaincu qu'une offre de voyage accompagnée par une femme plutôt que par un homme peut être très valorisée pour l'agent de voyage ou le tour opérateur français. Peut-être une réflexion de Danushki et Néa. Néa and Danushki, there is a person, Christophe, who said he's absolutely convinced India and Sri Lanka being a beautiful country to allow people to travel by themselves, I mean, in a small individual. If you propose a program with a female driver instead of a male driver, it will definitely be a big opportunity. Yes, thank you so much. And it is for travelers to maybe some people hesitate because they are not sure. If you said we have a female driver, there will be more people ready to come. And for professional, for travel agent, tour operator. And for the tour operator as well, because they know that now there is a possibility to have female driver that will also give them a plus point to convince their own client to come and visit your country. Sure, sure. That's why the service is provided here in Sri Lanka. So yeah, we invite people to come and experience and see the beautiful country. Nous invite évidemment à venir voir son pays merveilleux. Une question pour Danushki. Est-ce que tu as déjà transporté des femmes en situation de handicap et est-ce que les véhicules de Pink Drive peuvent être adaptés pour ça? Danushki, did you have a handicapped female traveler with you, and is it possible to have special car?
I'm sorry, come again. Did you have a handicapped female traveler? Did you guide female traveler with a handicap? Whether I Entend- would, is it? Did you already have an opportunity to drive for a lady with a handicap? Not right, not as yet. With Pink Drive, no? Because not as yet, actually. You mean in Sri Lankan context? No, any person who comes and you drive a person with a handicap, did it ever happen to you? Not yet? Not yet. Pas encore, elle a pas encore eu As de... I told you, I think it's like this, like according to the definition of being handicapped, I think we can be handicapped at any point. So likewise, I think there would have been, instances where I'm not too sure whether that particular person was less in hearing or whether he was using she was using hearing aid, but there were instances like, but I wouldn't call that as handicap, because that person I don't know about that. But couple of times I had to talk to the person. Probably it would have been some sort of a less hearing problem, a situation, or I don't know whether it is a situational thing. So but not per se, that I have had an experience. Elle dirait que elle n'a pas vraiment, toutefois, elle a remarqué certaines personnes, notamment probablement avec une difficulté de l'audition, mais qui ne leur a pas dit. Elle a dit, je me suis adaptée, j'ai senti qu'il y avait donc peut-être en parlant plus fort, en expliquant de nouveau, mais pas encore. Bientôt peut-être. Une question pour Néa. Ce sera probablement la dernière parce qu'on arrive à la limite du temps. Est-ce que Néa peut nous donner un ou plusieurs exemples de voyages de personnes en situation de handicap qu'elle a déjà organisé? Où ça s'est passé? Quel genre de handicap c'était? Néa, can you share with us one of your experience with a person with disability? How did how do you organize it? How did it? How do you organize it? Okay, sure. So it's how do we? A person with a disability who comes to you. Yeah. So what we do is all the destinations that we operate in, we develop those destinations first. So before anyone can travel to any place, we go to a place, do an accessibility audit and see, okay, what are the facilities that are available for various people with various types of disability at this destination, right? So what all we can offer, and what are the temporary or custom arrangements that we will have to make it accessible for all types of disability. Because since we promote inclusive travel, we don't say, oh, you cannot come to this place because you have this disability. We have to cater to all disabilities at each destination. So in that case, then we figure out, okay, what are the hotels that would be disabled friendly? The right transport partners, the right storytellers. Then we work with them closely and train all of them, sensitize all of them. So there is a whole process. So when I was talking about the tangible aspects of accessibility, this is the intangible aspect of accessibility, because one wrong behavior, one wrong body language, or a wrong word in communication can spoil the whole travel experience of a traveler. So we prepare all of this ecosystem, make it disabled friendly, and sensitize all of them before anyone can travel to that destination. And talking about the experience of that place, well, I can say most of our experiences have been when people have given us new challenges. So in our first year itself, there was a 70-year-old lady who is a wheelchair user since the age of 11. She had a spinal injury, and she came to me and asked, Neha, I want to do rafting, whitewater rafting. And I was like, I haven't done rafting myself till date. So, but why not? Let me try. So it took me 6 months.
and approaching 30 adventure service provider, all saying no in the face that what are you asking? It is not possible. We cannot do it. Because I was not asking for a subsidized experience. I was asking, we'll do the same experience that everyone does, but with extra preparation and safety measures inculcated. But the 31st one agreed. And then we did the first ever accessible and inclusive rafting trip for people of all disabilities in India. And that was a great feeling because we could do that after so much effort. And so, yeah, it has been instances like this. So a blind person asking that they want to do skiing. I'm like, okay, why not? Let me try. And that's when we developed that program. So it's about, I just go by why not? And then we go ahead and do it. Wow. Okay. What she said is that... En français, s'il te plaît. Pardon. Il y a tout un travail de préparation en amont, c'est-à-dire que toutes les destinations qu'elle propose, elle est allée voir, elle a fait une vérification, qu'est-ce qui est accessible ou pas, quels sont les besoins, qu'est-ce qui a besoin d'être fait pour le rendre plus accessible. Ensuite, elle travaille avec les gens. Elle forme les gens pour pouvoir accueillir un public différent de façon à ce qu'il n'y ait pas une mauvaise posture, un mot pas gentil. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation avec les professionnels du tourisme, chauffeurs, guides, personnes dans l'hôtellerie. Et puis ensuite, elle est prête pour accueillir les personnes parce qu'elle a tout préparé en amont. Elle part du principe que quand quelqu'un lui demande quelque chose qui n'a jamais été fait, puisque dans bien des cas, ça n'a encore jamais été fait, on est chez les pionniers là, eh bien, elle part du principe que pourquoi pas. Par exemple, la première fois qu'elle a une personne de 70 ans en fauteuil roulant depuis bien longtemps, qui lui a dit qu'elle rêvait de faire du rafting. Donc, elle a contacté les professionnels du rafting et après 30 refus, le 31e a accepté le défi, le challenge, en disant qu'il ne s'agit pas de préparer quelque chose à part. Comment faire en sorte qu'elle ait la même expérience que les autres, avec évidemment ces petits extra soins de mettre en place des choses, mais le fait d'avoir tout ce travail en amont pour pouvoir accueillir ces personnes avec des besoins particuliers, des envies particulières, et que finalement ça puisse se produire, ce qu'elle fait tout le temps, de mettre en place ces voyages exceptionnels, alors ça, c'est un feeling, c'est une émotion qui lui permet de continuer de croire en ce qu'elle fait, en espérant qu'elle accueille de plus en plus de personnes en situation de handicap. Merci. Je pense qu'on va arrêter là, on est limité en temps. Je voudrais remercier chaleureusement Danushki et Néha pour leur énergie, leur bonne humeur, leur joie de vivre, tout ce qu'elles donnent. Et energy and your joy of life, Néha and Danushki. On t'a pas entendu. Oh, Danushki, thank you for your energy, your dynamism and your joy of life. Danushki and Néha. Thank you so much for having us. It was an absolute pleasure. And let's make travel inclusive for everyone. Yeah. And all work together. All the best. Thank you very much. Thank you. Interactive forum. Actually, thank you so much for the interactive forum and everyone. I think we have answered all what is needed. So lovely meeting y'all, and we are looking forward, Sri Lanka is looking forward to welcome more and more visitors to see and experience the beautiful country, and Pink Drive is ready to serve the requirements. Merci.
Tout le monde se remercie et espère vous accueillir bientôt. En tout cas, Pink Driver, elles sont prêtes. Et Néa aussi. Dans toutes les circonstances, on sera les bienvenus. Néa voulait dire quelque chose. Néa? You want to talk, Néa? No, I was just saying that a special thank you to Muriel and Emmanuel for organizing and for the translations. It's great. Thank you. It's really difficult. Thank you. Néa nous remercie de l'organisation et de la traduction en français. Thank you for everyone. And I would like to a special thank you to Veronique as well, who got me here. Yeah. Yeah. Une pensée pour Véronique. Un remerciement tout particulier à Véronique qui est de tout cœur avec nous, même si elle n'a pas pu physiquement être avec nous, mais de tout cœur, elle est avec nous, c'est sûr. Merci à tous. Merci. Thank you very much to all. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui. Oui, excuse-moi, Emmanuel, merci pour organiser. Thank you for having organized this webinar. I wanted to join, but I got called away. I hope this was recorded. Est-ce que c'est enregistré, Emmanuel? Oui. Yeah. Est-ce que tu vas partager le lien plus tard? Oui, le lien sera disponible sur le YouTube de Respire, sur la chaîne YouTube de Respire. Et c'est aussi disponible sur la page Facebook en replay. Oh, super. It can be on replay on the Facebook page. Okay. And YouTube. Non, parce que moi, je représente un DFC en Sri Lanka et ça nous intéresse ce sujet. Et puis, on est aussi membre de INAT et puis on va vraiment relancer la destination. Je ne sais pas, même l'Office de tourisme de Sri Lanka, il part. Oui, il faut le faire. Mais sometimes I wonder if people really know what this means. Yeah, it's not just talk, it's do. I know. There's a difference. We must do something, and I'm going to listen to this, and then maybe I might send an email and say, how can we take this little group and develop it and show some concrete actions? I agree. A lot of talk, no action. Sure. It's just the beginning. Exactly. And promise I'll be in touch. Again, I apologize I was not there at the beginning, but thank you, Emmanuel, for recording this. I will listen to it. You can contact me if you want. I will. I'm in Sri Lanka. Okay. Thank you, everyone. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous pour cette belle conférence, ce bel échange. Thank you so much, Neha and Danushki. I love what you said about women and all the efforts you make. I spent 3 years in Southeast Asia. It was wonderful. Thanks to people like you. So thank you so much. Merci. Thank you, Marie. Thank you. Thank you.